Donc, bonjour à tous. Mon nom est Pierre-Olivier Pinault. Je suis le titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal. Ça me fait grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire d'aujourd'hui, ce qui va présenter le portrait de l'industrie de l'efficacité énergétique au Québec. Nous avons réalisé ce portrait-là, Christophe Boucher et moi, et nous allons vous présenter ce document qui est disponible sur notre site web. Auparavant, j'aimerais donner la parole à François Dussault, qui est co-directeur du Conseil québécois des entreprises en efficacité énergétique, le CQ3E, qui est l'organisme pour lequel nous avons fait ce document et on a travaillé avec eux pour le réaliser. François, donc, si tu veux te faire un mot d'ouverture et reviendrai à l'appareil présenter le document. Très bien. Merci Pierre-Olivier. Je vais essayer de ne pas mobiliser trop de temps précieux de cette présentation, mais je sentais quand même peut-être nécessaire de contextualiser un petit peu puis de présenter le CQ3E en quelques minutes. Alors, si vous me permettez, je vais simplement partager mon écran en mode présentation. Alors, effectivement, aujourd'hui, nous dévoilons notre portrait de l'industrie de l'efficacité énergétique au Québec. Je crois qu'on arrive à point nommé parce que, en ce moment, avec tous les enjeux qui traitent plutôt de l'économie et où on a des fois l'impression que l'efficacité énergétique et la décarbonation sont un peu relégués au second plan, on voulait résolument aborder notre regard sur l'industrie du point de vue économique. Et j'en profite là, pour remercier Pierre-Olivier Pinault et Christophe Boucher, qui sont les deux chercheurs qui ont réalisé cette étude-là pour nous. Quelques mots très rapidement, là, c'est qu'est-ce que c'est cette bébite-là que le CQ3E? Donc, c'est une OBNL qui a été fondée en juin 2019, 10 entreprises fondatrices. Aujourd'hui, on se retrouve à être 40 entreprises. Et notre dénominateur commun, puis je pense que c'est ça la nuance qui est importante de savoir, c'est que nous sommes une association de fournisseurs. Donc, exclusivement des fournisseurs, soit de services en tant que consultants, experts, firmes d'ingénierie, firmes d'architecture, soit de solutions comme constructeurs, entrepreneurs généraux, entrepreneurs spécialisés ou des entrepreneurs que j'appelle des intégrateurs, là, des ESE pour ceux qui sont un petit peu familiers avec notre domaine, et des fournisseurs de produits, donc des équipementiers, des fournisseurs de systèmes en imotique de toutes sortes. Alors, c'est vraiment notre caractéristique et on se veut être un porte-voix pour les joueurs d'impact actifs sur le terrain. 40 entreprises, j'aime dire que nous sommes 40 entreprises qui ont un rôle très important dans le marché. On s'adresse à un grand auditoire, autant du côté gouvernemental que du côté des donneurs d'ouvrages publics et privés. Donc, on est très actifs et on travaille sur, on appelle ça nos chantiers, là, nos tables de communauté de pratique où on se pose des questions et on essaye d'y répondre sur différents sujets. Alors, en résumé, notre vision, c'est de positionner et valoriser l'efficacité énergétique dans le portefeuille énergétique québécois en tant que filière énergétique à part entière. Donc, au même titre que la nouvelle production, on veut que l'efficacité énergétique soit en tout premier plan pour la décarbonation. On travaille surtout dans le secteur bâtiment et industriel. Ce sont nos champs d'activité. Alors, on a travaillé dans différents, jusqu'à maintenant, depuis 2019, là, on a fait différentes interventions publiques. On a publié des documents, on a participé à des commissions parlementaires, donc on prend notre place petit à petit. Et on a un document très important qu'on a publié, qui est disponible sur notre site web, qui est notre document, j'appelle le document fondateur, qui est notre manifeste sur la décarbonation des bâtiments du Québec. Qui est encore d'actualité. Ça a été publié en août 2023, mais il n'y a pas grand-chose là-dedans qui serait à changer si on voulait l'actualiser. Ça repose sur trois piliers, notre approche. Le premier pilier étant la réduction de la consommation. Deuxième pilier, c'est l'électrification pour profiter de notre électricité verte au Québec, mais
l'électrification au moyen des bonnes technologies, donc ce qu'on appelle l'électrification judicieuse, et finalement le troisième pilier qui est la gestion de la demande de puissance pour éviter que l'électrification nous amène vers un cul-de-sac au niveau de la disponibilité d'électricité pour implanter nos solutions. Et pour nous, les trois piliers sont totalement indissociables. C'est une vision globale. Alors, ce fameux manifeste-là comporte 17 recommandations et 10 conditions essentielles de succès. Et maintenant, ben tout récemment, donc ce document-là a été publié en 2023 et là, tout récemment, on a décidé de se pencher sur la production d'une étude de caractérisation qu'on appelle maintenant le portrait de l'industrie de l'efficacité énergétique. Et on poursuivait trois objectifs avec ça. C'était la volonté de mieux se connaître nous-mêmes comme industrie, parce on est plein de joueurs dans toutes sortes de niveaux d'action dans le secteur. Donc, mieux se connaître, mieux se faire connaître et dégager des messages pour l'avancement de notre filière. Alors, la démarche, ça a été de confier le mandat d'études à la chaire de gestion de l'énergie de HEC Montréal. J'en profite pour remercier aussi nos bailleurs de fonds qui sont le Hydro-Québec et le ministère de l'Environnement, lutte au changement climatique, Fonds et Parcs, et le travail du comité de pilotage qui a mené cette démarche-là et qui a mené au résultat qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, surveillez-nous. Aujourd'hui, c'est une belle tribune pour nous de faire connaître notre étude et on va certainement être très visible dans les semaines et mois à venir, surtout à l'aube d'une campagne électorale où on aimerait bien pouvoir faire parler d'efficacité énergétique dans l'environnement. Alors, merci Pierre-Olivier, je te cède la parole. Merci beaucoup, François. Je vais partager mon écran à mon tour et voilà qui est fait. N'hésitez pas à poser des questions. Je vais commencer la présentation. Christophe Boucher, qui a écrit l'étude avec moi-même et qui est consultant en énergie, un collaborateur régulier à la chaire de gestion du secteur de l'énergie, va présenter la deuxième moitié. Mais suite à notre présentation, il y aura une période d'échange. Vous pouvez écrire vos questions dans la section questions et réponses. Si vous cliquez là sur votre bande Zoom, il y a une section Q et R dans laquelle vous pourrez écrire vos questions et on va y répondre. Et nous nous lançons maintenant dans le portrait. François a donné le contexte, mais évidemment, au Québec, le contexte large. Vous le savez, les Québécois, les Canadiens en Amérique du Nord, nous sommes des très gros consommateurs d'énergie. On consomme par année l'équivalent de 200 gigajoules d'énergie par année. La part de l'électricité est d'environ 40% dans ce 200 gigajoules et c'est tout secteur confondu, industrie, commerce et résidentiel, c'est environ 20 000 kWh par personne par année euh, au Québec. C'est énormément d'énergie quand on compare à l'échelle mondiale. Notre consommation totale d'énergie, c'est 4 fois ce qu'un humain moyen consomme. Et quand on se compare à des pays aussi riches ou plus riches que nous en Europe, ils peuvent consommer 20 à 30 à 40% de moins d'énergie par personne. Donc, c'est possible de consommer moins d'énergie et d'être plus riche. Et c'est un petit peu sur ce constat-là que nous présente, notamment dans l'état de l'énergie au Québec chaque année, que on a une motivation particulière pour faire davantage d'efficacité énergétique. Et quand les discussions avec le CQ3E ont commencé pour faire ce portrait, j'étais évidemment dès le début très intéressé parce que il faut qu'il y ait une industrie de l'efficacité énergétique au Québec qui puisse faire sa place davantage encore que ce qu'elle a aujourd'hui, parce qu'il y a énormément de travail à faire. Et pour voir mieux dans cette industrie, on a réalisé ce portrait. Donc, l'objectif du portrait, c'est d'avoir une meilleure compréhension du secteur de l'efficacité énergétique au Québec à travers un écosystème. Donc, l'idée, c'est de faire un portrait de cet écosystème et aussi de comprendre un petit peu son impact à ce secteur-là, son importance et comment il fonctionne et les défis les défis et obstacles qu'il doit surmonter. Comment est-ce qu'on a fait ce document? Essentiellement en faisant une synthèse d'études de documents publics. On a aussi
aussi eu accès à des bases de données publiques, Statistique Canada, mais aussi, je vais vous présenter des résultats, une base de données sur des résultats du programme Éco-Performance. On a eu accès à 600 résultats d'entreprises, de projets d'efficacité énergétique dans des entreprises pour justement essayer d'évaluer combien ça coûte faire de l'efficacité énergétique. On a des résultats très intéressants à cet égard. Et on a aussi réalisé un petit sondage auprès d'entreprises du secteur de l'efficacité énergétique. Ça, ce portrait-là a été réalisé à partir de l'automne dernier jusqu'en mars dernier. Et on a bénéficié d'un comité de pilotage, donc des membres du CQ3E, d'Hydro-Québec, plusieurs personnes d'Hydro-Québec et des gens du ministère de l'Environnement, de la lutte contre le changement climatique et de la faune et des parcs. L'efficacité énergétique, vous voyez la définition à l'écran. Je ne vais pas la lire, mais simplement pour vous dire que d'une manière générale, on a pris une définition élargie de l'efficacité énergétique où on inclut la gestion de la pointe, la conversion et la réduction, la conversion vers des énergies propres et la réduction des gaz à effet de serre à l'intérieur du périmètre de ce qu'on entendait par efficacité énergétique. Mais évidemment, la réduction de la consommation d'énergie doit rester l'élément clé au-delà des autres éléments qui sont néanmoins importants. Euh, on a aussi, ces derniers temps, un peu une accélération de l'attention portée à l'efficacité énergétique. En 2025, il y a eu plusieurs événements. Vous en voyez quelques-uns de listés ici. Différentes conférences qui ont eu lieu. Nous-mêmes, à la chaire, on a fait en mai dernier un atelier sur le financement de l'efficacité énergétique qui a donné lieu à un rapport que nous avons dévoilé l'automne dernier sur le financement de l'efficacité énergétique et comment l'accélérer et quels sont les défis justement pour déployer cette efficacité énergétique. Hydro-Québec a annoncé son ambition inégalée de faire de l'efficacité énergétique 21 TWh d'ici 2035. Et pour appuyer cette ambition-là, Hydro-Québec a demandé à la Régie de l'énergie d'approuver un budget total pour investir dans l'efficacité énergétique, une somme record, là, comme vous voyez, 1,8 milliard de dollars sera investi dans la période 2026-2028. Et cette chaîne d'événements autour de l'efficacité énergétique va continuer avec un événement phare les 29 et 30 juin prochains. Nous allons accueillir à Montréal la 11e conférence mondiale sur l'efficacité énergétique de l'Agence internationale de l'énergie qui est basée à Paris. C'est une conférence qui va être co-organisée, mais qui est co-organisée par Ressources naturelles Canada. C'est dans une dizaine de jours. Et donc, ça va être vraiment un événement mondial à Montréal. Nous serons, au moins pour 2 jours, la capitale de l'efficacité énergétique. On espère que nous le deviendrons à l'avenir de manière reconnue. Mais c'est certain, on a encore beaucoup de progrès à réaliser pour qu'on soit reconnu mondialement comme étant la capitale de l'efficacité énergétique. Et je vais quand même mentionner qu'aujourd'hui, à 15 heures, va y avoir un lancement du mouvement pour une utilisation stratégique et efficace de l'énergie, le mouvement MUSE, à HEC Montréal, qui est une coalition d'acteurs de l'efficacité énergétique et de gens qui y croient pour justement créer une espèce de porte-voix plus clair pour les sujets d'efficacité énergétique pour que ça puisse se faire entendre dans tous les débats énergétiques. Et on n'en a peut-être même pas assez de débats énergétiques, mais il faut que cette voix de l'efficacité énergétique porte davantage. Et c'est notamment pour ça qu'un nouveau mouvement va être lancé aujourd'hui même. Et je vais avoir l'occasion d'y participer et vous en entendrez parler sans doute à travers les médias. Mais dans les minutes qui suivent, on va passer à travers donc, le portrait de l'industrie de l'efficacité énergétique, quelques éléments de contexte supplémentaires. Je vais décrire l'écosystème existant, partager avec vous des chiffres clés qui sont, à mon avis, extrêmement intéressants et probants pour notamment l'ampleur qu'a déjà le secteur de l'efficacité énergétique, mais surtout les gains qu'on peut réaliser à travers ces efforts-là et les efforts supplémentaires et en fin de compte l'enrichissement pour la société qui pourrait survenir si on faisait davantage d'efficacité énergétique. Et je vais passer la parole après à mon collègue Christophe Boucher
qui va parler de l'environnement d'affaires, des perspectives, des enjeux, des pistes à explorer et qui va conclure. Et comme je le disais, on a une période d'échange par la suite. Vous pourrez écrire, vous pouvez dès maintenant écrire vos questions ou vos réflexions et nous pourrons y réagir dans les 15 dernières minutes du webinaire. Donc, dans les éléments de contexte, je le disais, nous sommes des grands consommateurs d'énergie au Québec, mais il y a déjà un potentiel technico-économique d'efficacité énergétique qui est reconnu depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on entend par potentiel technico-économique d'efficacité énergétique? C'est de l'énergie qu'on pourrait ne pas consommer parce qu'on a accès à des technologies et des techniques qui permettraient d'éviter la consommation et qui sont rentables d'être utilisés. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est technico-économique, c'est que c'est techniquement faisable et économiquement rentable de ne pas consommer cette énergie-là à travers des technologies très connues, très maîtrisées et commercialement disponibles. Et ce potentiel-là, vous le voyez décliné dans le secteur des bâtiments pour l'électricité et le gaz naturel, le secteur industriel, encore une fois pour l'électricité et le gaz naturel. C'est de l'ordre de 15 à 30 selon les secteurs. Dans les bâtiments commerciaux institutionnels, vous voyez 20 dans le secteur résidentiel, ici 7 mais en fin de compte, ça c'est une estimation minimale parce qu'elle date de 2021. On est en 2026, les prix de l'électricité ont augmenté, ce qui rend rentable davantage d'efforts et les technologies se sont améliorées. Les thermopompes, par exemple, ne cessent de s'améliorer et donc on a dès aujourd'hui accès à un buffet de solutions qui est plus grand que celui qu'on avait il y a quelques années. Et donc, vous voyez, dans tous les secteurs, autant dans les secteurs commerciaux, industriels que résidentiels, on peut aller chercher minimalement du 7, 10, 15, 20, 30 dans certains secteurs. Vous voyez, les petites et moyennes entreprises pour le gaz naturel, 29 dans le secteur du gaz naturel, les bâtiments commerciaux et institutionnels, 46 Il y a véritablement de l'argent que nous laissons sur la table. Et cet argent-là, c'est pas juste de l'argent, c'est de l'énergie qui est utilisée pour des fins qui pourraient être évitées. Le service pourrait être le même, mais on ne le fait pas parce que on on n'est pas assez motivé, on ne se mobilise pas assez pour le faire. Une des raisons pour lesquelles on ne se mobilise pas et pour lesquelles c'est difficile, c'est qu'il y a énormément de bâtiments, 4,1 millions de propriétés résidentielles, 46 bâtiments dans le secteur commercial et institutionnel. Ça fait des millions, des centaines de millions de mètres carrés qui sont en fait difficiles à gérer. Et qui, avec un très grand nombre de propriétaires, ça rend les actions plus difficiles à déployer parce qu'il y a un certain découragement. C'est souvent la priorité de personne de faire de l'efficacité énergétique parce que nous sommes dans un contexte au Canada et au Québec où on a accès à beaucoup d'énergie, contrairement à l'Europe, par exemple, qui a des contraintes géopolitiques et qui dépend de beaucoup d'importations pour avoir de l'énergie. Le Québec et le Canada ont beaucoup d'approvisionnements locaux. Euh, et donc, on n'a pas cette contrainte géopolitique. On a des prix plutôt bas quand on les compare aux prix européens, ce qui rend la motivation un peu plus basse que dans d'autres circonstances. Mais il reste que malgré ça, malgré les bas prix, c'est rentable de le faire et on a des bénéfices importants. Des bénéfices d'autant plus importants que nous sommes dans une volonté de transition énergétique. Et l'efficacité énergétique, elle est extrêmement bénéfique pour la transition énergétique et d'une manière générale, elle offre un grand nombre de co-bénéfices. Sur cette diapositive, vous les voyez résumés, l'ensemble de ces bénéfices et co-bénéfices, une baisse des besoins en nouvelles infrastructures. Donc, si on limite la demande, on n'a pas besoin de construire autant et on sait que c'est difficile de construire des infrastructures énergétiques. Constamment dans les médias, on parle de cette difficulté-là dans le secteur de l'énergie, comme dans tous les secteurs. On peut penser au TGV, mais à tous les grands projets d'infrastructures qui coûtent cher, qui sont difficiles à réaliser pour différentes raisons, notamment des raisons d'acceptabilité sociale. Et justement, l'efficacité énergétique, si on en fait, mais ça va rendre davantage acceptable des projets supplémentaires parce qu'on pourra affirmer qu'on fait un usage raisonné de l'énergie une fois qu'on aura fait l'efficacité énergétique. Aujourd'hui,
il est très difficile de justifier autant de nouveaux projets alors que par ailleurs on gaspille de l'énergie et que donc ça devient difficile de dire que c'est absolument nécessaire de faire des plus gros projets alors qu'on surconsomme et on consomme de manière inefficace de l'énergie dans certains secteurs. On veut tous aussi limiter les hausses tarifaires, mais si on doit faire davantage d'infrastructures, ça coûtera plus cher. Et donc l'efficacité énergétique permet de diminuer la consommation et les factures d'énergie. Ça permet d'améliorer la compétitivité des entreprises. Ça a le bénéfice aussi direct quand on diminue sa consommation de diminuer la pointe de consommation parce qu'on est moins énergivore de manière structurelle. Alors, ça vient limiter les pointes de consommation. L'hiver, ça va être un élément clé pour la gestion des réseaux d'Hydro-Québec de ne pas faire affaire à des pointes hivernales aussi élevées. Évidemment, ça réduit les émissions de gaz à effet de serre qui viennent du secteur de l'énergie et ça réduit tous les impacts environnementaux des projets énergétiques parce qu'on a moins de projets. Dans les co-bénéfices, on parle beaucoup, notamment avec la guerre en Iran, de notre dépendance à l'importation d'hydrocarbures. Et même au Québec, même si c'est des hydrocarbures canadiens et américains qu'on utilise, ça reste des hydrocarbures qui ne sont pas produits en sol québécois. Ça nous met à risque donc de voir ces importations être perturbées et notre sécurité énergétique, notre autonomie énergétique est améliorée. À chaque fois qu'on consomme moins, eh bien, on est moins vulnérable et moins dépendant aux importations. D'une manière générale, ça soutient l'économie, ça soutient le bien-être collectif, ça rend le système énergétique plus résilient parce qu'il est moins dépendant d'importations, on est moins consommateur, donc on est plus à même de faire face à la multitude des perturbations auxquelles on fait déjà face ces jours-ci, mais qui, dans les années à venir, vont continuer. Des perturbations climatiques, parce qu'on a des enjeux de changement climatique, mais des perturbations géopolitiques, socio-économiques qui vont venir perturber les systèmes énergétiques. Moins vous consommez, moins vous êtes vulnérable et c'est un élément à prendre en compte dans la résilience de nos systèmes. Et évidemment, ça rejoint la compétitivité des entreprises. Notre productivité énergétique augmenterait beaucoup dès qu'on est plus efficace. On a travaillé à la chaire de gestion du secteur de l'énergie sur la productivité énergétique du Québec et du Canada. Et si vous ne le saviez pas déjà, nous sommes très peu productifs au Canada et au Québec en termes de génération de richesse par unité d'énergie consommée. On est en fait les cancres de l'OCDE et de la plupart des pays mondiaux en termes de richesse qu'on arrive à générer par unité d'énergie consommée. Et ce n'est pas le climat canadien qui est rigoureux et la géographie très grande du pays qui sont les principales variables explicatives de cette faible productivité énergétique. Évidemment, les climats n'aident pas à avoir une meilleure productivité énergétique, mais il y a des enjeux bien plus fondamentaux d'efficacité au cœur de cette piètre productivité énergétique. Donc, un ensemble de bénéfices, ces bénéfices-là, ils se traduisent très concrètement par un gain de PIB lorsqu'on investit en efficacité énergétique. Il y a des évaluations qui chiffrent à 4 à 7 dollars de gain de produit intérieur brut, donc les gains en PIB à chaque fois qu'on investit 1 dollar en efficacité énergétique. Et donc, c'est à même de générer donc une hausse du PIB quand on sait que notre économie a de la difficulté à croître ces années-ci, eh bien, on a une source de croissance qui est là, qui est à la fois bonne pour l'environnement, bonne pour la société, parce que tout le monde bénéficie d'être plus efficace, et bonne pour l'économie. Ça génère des emplois. Le nombre d'emplois générés peut dé- être varié là, selon les études et selon les contextes et selon les périodes dans lesquelles on fait les études. Mais vous le voyez, là, ce sont des dizaines d'emplois qui sont générés par chaque million de dollars en efficacité énergétique qui sont investis. On connaît très bien les mécanismes à travers lesquels l'efficacité énergétique permet de générer de l'activité économique et de la richesse. Comme je disais, ça diminue les dépenses en énergie, ça augmente la productivité des entreprises, ça améliore la balance commerciale parce qu'on est moins, hein, on importe moins, donc davantage d'argent qui reste dans le pays. C'est des dizaines de milliards de dollars que le Québec brûle en pétrole et en gaz naturel qui sont importés.
tout ce qui n'est pas consommé, ce sont des milliards de dollars qui restent au Québec et qui sont réinjectés dans l'économie québécoise plutôt que de sortir pour acheter ces hydrocarbures. Les emplois qui sont liés à l'efficacité énergétique sont des emplois spécialisés qui innovent beaucoup plus que des emplois moyens parce qu'on va chercher des solutions pour consommer mieux. Ça permet de déployer de l'énergie, de rendre de l'énergie disponible et la déployer pour des nouvelles filières. On sait que le gouvernement québécois aimerait attirer des nouvelles industries. On a de la difficulté à leur trouver de l'électricité pour permettre de réaliser leurs activités, mais chaque kilowattheure qu'on économise nous coûte moins cher comme consommateur et permet à Hydro-Québec de le réallouer à une entreprise qui peut créer de la richesse avec cette énergie-là. Et évidemment, à chaque fois qu'on fait de l'efficacité énergétique, eh bien, ça aide à réduire les impacts environnementaux et tous les coûts qui sont liés à ça. Donc, ces mécanismes qui permettent de développer l'économie et le bien-être collectif, c'est des mécanismes qui sont connus, qu'il faut répéter, il faut convaincre les partis politiques, les gouvernements, la population, les entreprises que nous avons qu'à gagner à réaliser ce potentiel d'efficacité énergétique. Nous avons pour réaliser cela un écosystème qui existe. Cet écosystème, on l'a synthétisé ici dans le diagramme que vous voyez présenté. Et c'est un écosystème qu'on doit dire comme étant, qu'on doit décrire comme étant assez complexe. Il y a un très grand nombre d'acteurs tout au long de la chaîne de valeur de l'efficacité énergétique. En orange, ce sont les acteurs sur lesquels on s'est le plus penché lors de nos travaux, les équipementiers, les firmes d'ingénierie, d'architectes qui font la conception de projets d'efficacité énergétique en bâtiment, en industrie. Après, il faut les déployer à travers des entrepreneurs et des entreprises de services énergétiques ou services éco-énergétiques, les ESE que vous voyez ici, qui gèrent le plus souvent ces travaux-là, les conçoivent dans certains cas, les gèrent et les déploient et s'assure du suivi et de la gestion de l'énergie à plus long terme. Il y a toutes les compagnies qui font des services aux immeubles pour s'assurer justement du fonctionnement des immeubles, des parcs immobiliers qui sont impliqués là-dedans au niveau de l'exploitation. Mais donc, qui sont essentiellement les membres du CQ3E que François vous a présenté, mais on a en soutien il faut évidemment financer tous ces projets-là parce qu'il faut investir, il faut qu'en amont, on ait des pouvoirs publics qui mettent des normes de construction, des normes réglementaires pour s'assurer que les choses se fassent de la bonne manière. Il faut que ces normes-là soient suffisantes, il faut qu'elles soient compatibles avec la capacité de l'industrie et des usagers à les intégrer. Il faut qu'elles soient à jour, il faut qu'elles soient ambitieuses. Euh, donc, il faut que les pouvoirs publics suivent et d'après moi, ils ne suivent pas assez, notamment il y a plusieurs normes sur le code du bâtiment et sur la performance énergétique des bâtiments qui devraient être resserrées avec des ambitions plus grandes. Et il y a aussi évidemment les propriétaires, les usagers qui doivent s'impliquer dans toutes ces décisions-là et qui malheureusement souvent n'ont pas assez de connaissances, ne priorisent pas assez ces éléments-là et donc sont souvent, trop souvent, désengagés des enjeux de consommation d'énergie et d'investissement dans des nouvelles solutions d'efficacité énergétique. Donc, on a un écosystème complexe et on va le voir, il va gagner à être mieux compris de tout le monde et c'est l'objectif du portrait, qu'on comprenne mieux et qu'on aide les usagers, les propriétaires, les entreprises industrielles qui consomment de l'énergie à mieux le comprendre pour savoir comment naviguer à travers cet écosystème pour réaliser les projets. Il y a beaucoup de soutien, on va en parler, et malgré ce soutien-là, on peine encore à déployer le plein potentiel. Il y a dans les activités d'efficacité énergétique trois niveaux d'intervention qu'il faut comprendre et qui demandent différents types d'engagement et d'investissement. Il y a l'efficacité énergétique active qui, elle, demande en général moins d'investissement parce que c'est vraiment de la gestion de l'énergie où on essaye de réduire la consommation quand on n'en a pas vraiment besoin. Dans un bâtiment, par exemple, c'est réduire le chauffage si la pièce est inutilisée. Mais dès qu'on peut automatiser ce genre de choix-là, eh bien, on arrive à réduire notre consommation en ayant simplement une gestion plus proactive de l'énergie. Évidemment,
à un deuxième niveau, il faut intervenir au niveau de la performance des équipements, s'assurer d'avoir des équipements qui ont les meilleurs rendements énergétiques, donc qui fournissent les meilleurs services pour la plus petite consommation énergétique. C'est là où on en parle souvent, les thermopompes sont assez extraordinaires, mais ça ne s'arrête pas qu'aux thermopompes. Il y a au niveau des éclairages et au niveau des systèmes de ventilation et des climatisations énormément de gains techniques qui peuvent être réalisés si on a des bons équipements, des bons systèmes. Et le troisième type d'intervention qui est le plus fondamental et à long terme, mais aussi le plus difficile sur lequel c'est le plus difficile d'intervenir, c'est l'enveloppe des bâtiments, l'efficacité énergétique passive, où là, on a juste, une fois que c'est installé, si on a des bâtiments performants, vous avez juste à vous tourner les pouces et ne plus rien avoir à faire parce que la consommation est intrinsèquement limitée. Et ça, donc ça, c'est à long terme, c'est le code du bâtiment qui exige d'avoir des bâtiments très performants qui est le plus utile. Ça, c'est les types d'interventions. On a des chiffres clés que j'aimerais partager avec vous. On a déjà dans l'économie québécoise une très grande importance des entreprises en efficacité énergétique. Il y en a plus de 2700 d'entreprises qui sont impliquées directement ou indirectement dans le secteur de l'efficacité énergétique. Et ça correspond à cette myriade de parties prenantes dans l'écosystème de l'efficacité énergétique quand on parle des firmes d'ingénierie, des firmes d'équipement, des firmes, des contracteurs qui mettent en place, les architectes, les financiers, des firmes spécialisées pour faire des plans, faire la gestion de bâtiments, faire de la gestion de la consommation d'énergie. Il y a beaucoup de gens qui sont impliqués. Évidemment, ce n'est pas leur travail à temps plein, mais il y a beaucoup d'entreprises qui offrent des services en parallèle de leur activité principale et il y en a d'autres pour lesquelles ce sont leurs activités principales de travailler en efficacité énergétique. Ça représente 27 milliards de revenus d'annuels d'exploitation, ce secteur de l'efficacité énergétique, quand on le prend de manière large. Donc, c'est un gros secteur avec plus de 30 000 emplois directs et indirects en dehors du secteur de la construction. Donc ça, si on fait la caractérisation de ce grand secteur, c'est beaucoup de gens qui, de loin ou de proche, travaillent au secteur de l'efficacité énergétique. Il n'est malheureusement pas perçu et compris comme un secteur à part entière parce qu'on a tendance à plutôt parler du secteur des firmes d'ingénierie, de la construction, des équipementiers, du secteur manufacturier, alors qu'à l'intersection de plusieurs de ces secteurs-là se trouve le secteur de l'efficacité énergétique. On a gouvernements qui mettent de l'avant des programmes extrêmement importants pour atteindre des cibles de réduction de consommation d'énergie. On a Hydro-Québec qui est très actif à travers une liste de programmes qui, en 2025, a atteint presque 2 TWh, 1920 gigawattheures de réduction de la consommation d'énergie électrique. Donc, 2 TWh, je vous rappelle que la consommation québécoise, c'est 180 TWh. Donc là, on est autour de 1% de réduction en 2025, qui est récurrent. Et évidemment, parce qu'une fois qu'on a mis une thermopompe et qu'on a réduit sa consommation, c'est pas juste en une année, ça reste le plus souvent sur plusieurs années. Et donc, il faut vraiment voir ces gains-là comme essentiellement récurrents et qui s'ajoutent d'année en année, même si parfois il y a une certaine érosion des gains en efficacité énergétique. Énergir et le gouvernement du Québec ont aussi leurs programmes. Là, vous les voyez pour Énergir. Vous les voyez pour le gouvernement du Québec. Et donc, on agit déjà et le gouvernement investit déjà pour soutenir les consommateurs commerciaux, industriels, résidentiels dans leurs ambitions de réduire leur consommation. Ce qui est quand même assez incroyable de se dire que, alors que c'est économiquement rentable, on a besoin de soutien. Ce soutien-là, il est bon, il est nécessaire dans le contexte actuel, mais même sans ce soutien-là, ça serait en théorie efficace pour les consommateurs de ne pas le faire. C'est pour vous montrer un peu l'ampleur des obstacles et de la réticence que nous avons comme société à faire nos efforts d'efficacité énergétique. Différents programmes du gouvernement québécois. Je vais passer rapidement là-dessus pour simplement parler du coût de l'efficacité énergétique et à travers des données très spécifiques qu'on a obtenues du gouvernement québécois sur le programme Éco-Performance, la section sur les bâtiments, dans des bâtiments en fait commerciaux, institutionnels et certaines petites industries. Et là, on s'est aperçu que les coûts
moyen de l'efficacité énergétique ne sont que de 8 dollars par gigajoule économisé. Et ça, c'est environ 3 fois moins cher que le coût que Hydro-Québec utilise pour ses nouveaux projets. Les nouveaux projets d'Hydro-Québec sont environ de 12 sous le kilowattheure. 12 sous le kilowattheure, ça correspond à environ 33 dollars le gigajoule. Mais en moyenne, vous le voyez, c'est 8 dollars le gigajoule que ça a coûté pour ces 600 projets qu'on a pu analyser de réduire la consommation. Et donc, on a cette réponse qui nous indique très clairement que ça coûte moins cher aujourd'hui de réduire la consommation plutôt que de construire des nouveaux bâtiments. 3 fois moins cher et dans certains cas, c'est plus que 3 fois moins, ça peut aller à 5 fois moins, 6 fois moins dans certains cas, mais vous voyez, en moyenne, c'est grosso modo 3 fois moins cher de faire de l'efficacité énergétique que de construire des nouvelles infrastructures de production et de livrer cette énergie-là. Parce qu'il n'y a pas juste la production, il y a la livraison de l'énergie. Il faut des réseaux de transport et de distribution. Et donc, on a ici, vous le voyez, c'est un paquet de projets pour lesquels ça ne coûte vraiment pas cher. Et ces projets-là, ça c'est 600 projets, mais je vous ai dit, au Québec, on a 46 000 bâtiments commerciaux institutionnels. Ces 600 projets qu'on a fait sur 10 ans, entre 2015 et 2025, évidemment, il y a eu plus que ces 600 projets qui ont été réalisés, mais peut-être quelques milliers, mais il y a 46 000 bâtiments dans lesquels vraisemblablement il y a un potentiel et de l'efficacité énergétique qui pourrait être réalisé. Donc, on peut être certain qu'on a beaucoup de potentiel devant nous pour réaliser ce projet-là. Pour réaliser cette efficacité énergétique, il faut un environnement d'affaires qui est porteur. Et je vais demander maintenant à Christophe de prendre la parole pour vous présenter l'environnement d'affaires. Merci Pierre-Olivier. C'est sûr que l'environnement d'affaires explique pour partie que l'efficacité énergétique est encore sous-exploitée. Donc, si tu peux aller à la diapositive d'après, ça, je vais passer à travers le contexte d'affaires. Puis l'éléphant dans la pièce, premier élément, c'est le faible coût de l'énergie au Québec, que ce soit aussi bien l'électricité produite au Québec qui provient encore essentiellement du bloc patrimonial et donc des grands barrages qui ont été construits il y a 50 ans ou plus et qui réussissent à générer de l'électricité à 3 sous le kilowattheure. Donc on est dans des prix qui sont très, très compétitifs. Et puis du côté du gaz naturel, les approvisionnements québécois qui, eux, ont bénéficié ces à peu près 15 dernières années de l'exploitation massive du gaz de schiste en Amérique du Nord. Et donc, qui permettent d'avoir des prix ici aussi compétitifs, même si on sait que c'est un marché qui est très volatile, le gaz naturel. On a quand même eu une réduction du prix du gaz naturel fossile ces 15 dernières années. Donc, faible coût de l'énergie, ça c'est un premier élément qui explique, on va dire, le fait que le développement de l'efficacité énergétique est pas encore là où on souhaiterait qu'il soit. Deuxième élément, c'est qu'il y a historiquement une perception d'abondance, puis ça Pierre-Olivier en a parlé auparavant, mais vraiment une perception d'abondance des ressources énergétiques au Québec. Si on ajoute à ça que l'électricité est déjà décarbonée, donc l'argument qui tourne autour de l'environnement n'est pas forcément mis de l'avant dans les discours, vu qu'on sait que notre électricité est déjà verte. Bref, si on additionne tout ça, ça fait que les initiatives de réduction de consommation n'ont jamais vraiment été une priorité et surtout n'ont pas encore été mises à l'échelle. Quand on voit le potentiel qui existe et quand on voit ce qui a actuellement été mis en œuvre en termes de projets en efficacité énergétique, ben l'écart est immense. Donc, il y a une mise à l'échelle qui devrait se faire normalement dans les prochaines années. Mais ça viendra uniquement s'il y a une contrainte. Puis, comme dans bien des cas, c'est la contrainte qui semble faire changer les choses. Puis là, ces dernières années, ces 2, 3 dernières années, on a des éléments de contrainte qui apparaissent. On peut penser aux blocs de mégawatts électriques qui sont actuellement octroyés au compte-gouttes et donc où on voit qu'il y a un goulot d'étranglement pour accéder à de la ressource électrique. Et puis également, un autre exemple serait la pression croissante qu'on voit sur le système énergétique québécois durant les périodes de pointe. Donc ça, c'est des éléments qui vont sûrement déclencher, on va dire,
un mouvement pour développer beaucoup plus l'efficacité énergétique. Puis c'est ce qu'on voit d'ailleurs quand on regarde les politiques du gouvernement. Si on voit la diapositive suivante, le gouvernement semble clairement avoir pris conscience de l'importance de l'efficacité énergétique et ça se reflète dans ses politiques. Dans le rapport, on cite notamment le projet de loi 69 qui a été adopté l'année dernière. Plus spécifiquement dans ce projet de loi, le PGIR, qui est le plan de gestion intégré des ressources énergétiques, qui semble vouloir faire une place importante aux efforts en efficacité énergétique. Alors on verra quand le PGIR sera déposé dans les prochaines semaines si c'est le cas, mais tous les signaux montrent que l'efficacité énergétique est vraiment au cœur de la planification intégrée des ressources, ce qui est une très bonne chose. Deuxième projet de loi qu'on cite, c'est le 41 sur la performance environnementale des bâtiments. Pareil, ça viendrait répondre, on va dire, plus à la partie enveloppe des bâtiments, donc des types de projets qui permettent d'avoir des enveloppes de bâtiments plus efficaces. Donc il y a pas mal de choses qui se font au niveau gouvernemental et on va dire que les signaux sont très positifs. Puis si on va à la diapositive d'après, du côté des deux principaux distributeurs d'énergie au Québec, on l'a déjà mentionné pour Hydro-Québec, mais les cibles fixées en efficacité énergétique sont très ambitieuses. C'est la même chose du côté d'énergie. Donc, côté électricité, Hydro-Québec, on parle de 12% de réduction de la consommation d'ici 2035. Ça, c'est ce que c'est fixé Hydro-Québec en termes de réduction de la conso. Et si on regarde énergie, ben, la cible, alors elle est donnée plus en CO2 évité, mais en gros, la cible, c'est de 1 million de tonnes de CO2 évité d'ici 2030, mais ça correspond à une réduction de la conso de gaz naturel fossile de l'ordre de 10%. Donc 12% d'un côté, horizon 2035, 10% de l'autre à horizon 2030. Dans les deux cas, ce sont des cibles très ambitieuses quand on regarde l'historique. Et on sait que déjà, ces deux compagnies, à comparer à d'autres provinces et d'autres États, sont déjà depuis plusieurs années dans l'efficacité énergétique et ont déjà fait beaucoup de choses les années précédentes. Mais là, on est vraiment dans un autre ordre de grandeur. Donc des choses très, très positives. Par contre, il y a des éléments qui le sont un peu moins, avec quand même un certain optimisme de la part des entreprises du secteur, mais quelques freins, on va dire, au développement de la filière. Si on regarde d'abord sur les entreprises du secteur, on peut passer à la diapositive d'après. On les a interrogées dans le cadre de l'étude. Euh, de manière générale, elles entrevoient de bonnes perspectives de développement dans la province. Ces entreprises-là sont celles qui travaillent sur des projets d'efficacité énergétique, donc c'est les mieux placées pour voir qu'il y a un potentiel important qui est encore inexploité. Donc forcément, le potentiel est là, elles voient qu'il faudrait aller le chercher. Par contre, ces mêmes acteurs notent certains défis, puis je viendrai sur les défis après, mais un qui a été noté lors du sondage qui est particulièrement important et sur la difficulté de recrutement d'employés qualifiés pour la mise en œuvre de leurs projets, que ce soit au niveau des ingénieurs conseils en amont ou alors des gens un peu plus techniques pour la mise en place de mesures en efficacité énergétique. Donc là, il y a un point de vigilance qui a été soulevé lors de le sondage effectué auprès de ces compagnies-là. Si on va à la diapositive d'après, un autre élément positif, on reste dans le positif, c'est que le secteur d'efficacité énergétique peut s'appuyer sur des technologies matures. On fait leurs preuves, qui sont particulièrement pertinentes dans le contexte énergétique québécois. On peut citer notamment les thermopompes, mais aussi des projets de boucle énergétique, de récupération de chaleur, ou encore l'automatisation du déclenchement de stratégies de gestion de la demande en puissance. Donc là, on est sur des technologies qui se déploient beaucoup dans d'autres juridictions, un peu moins au Québec pour le moment, mais qui ont un potentiel vraiment important, notamment pour gérer nos pointes hivernales. Donc, de l'optimisme, des technologies qui sont là et qui sont matures. Ça reste, comme je le disais auparavant, que la filière devra relever plusieurs défis, puis on tourne toujours autour des mêmes défis, mais les trois principaux qui ont été mentionnés par les entreprises du secteur, qui ont été interrogées dans le cadre de notre sondage,
premier défi, c'est la rentabilité des projets, notamment liée au faible coût de l'énergie. Alors, Pierre-Olivier a démontré que la rentabilité était là, si on le comparait à l'ajout de production, l'ajout de moyens de production électrique. Par contre, c'est sûr que au sein d'une entreprise, si on regarde les différents projets qui peuvent être mis en œuvre, ben, le projet en efficacité énergétique n'est pas forcément celui qui passe en numéro un, voire même souvent c'est plutôt un élément qu'on rajoute à un projet existant de changement d'équipement. Donc on va dire que ce n'est pas forcément l'efficacité énergétique qui drive la décision d'investissement, mais plus d'autres éléments. Donc, un, rentabilité des projets en termes de défis. Deux, manque de connaissances et de mobilisation des clients. Ça, c'est un élément vraiment important pour l'écosystème de l'efficacité énergétique, pour qu'ils communiquent beaucoup plus sur les avantages, mais aussi la façon d'aller chercher ces projets-là et rendre les choses faciles pour le client. Et puis le troisième défi qui a été noté, là, c'est l'absence de prévisibilité au niveau des politiques publiques et des coûts du carbone qui rendent forcément les projets plus ou moins rentables, dépendamment du prix du carbone, notamment au niveau du SPED au Québec et puis au niveau du prix du carbone au niveau fédéral. Donc voilà, je vais conclure, comme ça on aura assez de temps pour les questions-réponses. Les messages clés à retenir. Déjà, le premier élément, c'est que l'étude vient confirmer que l'efficacité énergétique est essentielle à la transition et également à l'autonomie énergétique du Québec. On espère avoir réussi à montrer à travers cette étude que c'est une solution qui est économiquement bénéfique pour la société, tout en étant également rapide à mettre en œuvre. Si on compare une fois de plus au développement de projets en infrastructure, la rapidité de mise en œuvre et aller chercher des mégawatts par rapport à aller développer des nouveaux mégawatts, c'est sûr qu'on est beaucoup plus avantageux à aller travailler du côté de la demande plutôt que de l'offre. Par contre, on sait qu'on n'aura pas le choix de rajouter des capacités de production aussi bien électriques qu'également des bioénergies dans le système énergétique québécois, mais on ne peut pas le faire sans redoubler d'efforts du côté de la consommation. Ça, on en est persuadé. Puis l'autre élément, message clé à retenir, c'est que pour exploiter le plein potentiel de cette filière, ben, il y a pas mal d'actions qui doivent être prises dès maintenant. Renforcer la visibilité de l'offre et l'accompagnement des consommateurs. Travailler sur la réglementation, qu'elle soit plus contraignante. On revient à l'histoire de la carotte et du bâton, mais un peu plus de bâton ferait pas de mal, notamment pour pouvoir, on va dire, booster cette filière-là. Ajuster le signal de prix aussi pour refléter les coûts du système énergétique et notamment lors des heures de pointe. Et puis développer des initiatives en support à la filière. Donc voilà, je propose qu'on passe à la période de questions-réponses. Il nous reste une douzaine de minutes pour ça. Merci beaucoup, Christophe, pour la fin de la présentation. On a quelques questions, on en a quatre jusqu'à maintenant. Et si vous en avez, n'hésitez pas à les poser, à les ajouter. Première question qui a été posée, c'est par rapport au mouvement MUSE, le mouvement pour l'utilisation stratégique et efficace de l'énergie. C'est Copticom qui dirige cette initiative-là. Et pour s'y joindre, parce que la question c'est comment se joindre, eh ben, il y aura un communiqué de presse aujourd'hui qui va être diffusé avec, donc si vous suivez les médias ou si ce soir vous cherchez Muse et Copticom, vous allez trouver les manières de rejoindre le mouvement. C'est certain qu'il y aura un appel à tous pour s'y joindre. Euh, donc, voilà. Euh, Autre question. Euh, Avez-vous calculé le volume total d'énergie économisée de façon hypothétique si toutes les mesures d'efficacité énergétique étaient mises en place? Et parmi ce potentiel total, quelle proportion serait réellement réalisable au Québec? Donc ça, c'est une grande question. Euh, je dirais, non, on n'a pas fait ce calcul-là. Quand on regarde de manière extrêmement ambitieuse, on sait, et là, dans l'état de l'énergie au Québec, on montre chaque année qu'il y a environ 50% de l'énergie québécoise qui est perdue en chaleur.
mais on pourrait se dire, si on était très, très efficace, ben, toute cette chaleur-là serait récupérée, il n'y aurait pas de perte. Et donc, moi, j'aurais tendance à dire, techniquement, on pourrait réduire de 50% notre consommation d'énergie. Et juste pour donner un exemple, je viens d'installer dans mon duplex la géothermie. Mon chauffage a diminué, ma facture de chauffage a diminué de plus de 50% grâce à la géothermie et grâce à la performance de cette technologie-là. Donc, j'étais dans un bâtiment extrêmement inefficace, hein. Donc, 50%, c'est beaucoup et ça me rend encore loin d'être un niveau qui est parfait. Donc, j'aurais tendance à dire, on pourrait réduire de 50% notre consommation d'énergie si vraiment on faisait toutes les mesures en transport, en industrie, dans les bâtiments. Il y a beaucoup à réaliser. Maintenant, ça dépend notre volonté à investir et à changer des habitudes et à passer à travers des efforts. Je laisse François peut-être compléter et Christophe aussi si vous voulez compléter. Ben, en fait, effectivement, le potentiel est énorme. Peut-être le 50 est ambitieux, mais la réalité, c'est que quand on fait des mesures amalgamées ensemble, quand on intervient seulement sur un aspect, c'est un processus très lent. Et plus on fait des mesures très rentables en début de parcours, moins les initiatives un peu moins rentables deviennent justifiables. Alors, c'est très intéressant de faire des regroupements de mesures des packages et de faire affaire avec des entreprises qui sont capables d'intégrer tout ça. Alors que ce soit des entreprises ESE ou des consultants, peu importe, mais l'intérêt de faire des interventions amalgamées permet effectivement atteindre beaucoup plus. Puis l'autre chose que je voulais juste ajouter, c'est lié indirectement, c'est que souvent, on parle ces temps-ci beaucoup de problèmes de maintien des actifs. On en parle pour les routes, on en parle pour les infrastructures municipales, on en parle pour plein de choses, mais en bâtiment, il y a un lien très fort à faire entre la résorption du déficit de maintien d'actifs et l'efficacité énergétique parce que souvent, ça vient aider à financer, les deux se complètent très bien. Donc, on fait de l'autofinancement avec l'efficacité énergétique, mais on contribue également à l'implantation de solutions qui sont beaucoup plus logiques et justifiables dans un contexte où on veut améliorer ou réduire le déficit de maintien d'actifs. Donc, il faut souvent penser aux deux en même temps, là. Autre question d'un spectateur anonyme, mais la prochaine, après celle-là, il y aura la personne a mis son nom et je la félicite, je vais la mentionner tout à l'heure. Donc la question anonyme, c'est comment pouvons-nous inciter les grands industriels à investir dans des mesures d'efficacité énergétique dont le PRI, la période de retour sur l'investissement, dépasse 3 ans, alors que ce critère constitue souvent un frein décisionnel majeur. Je peux me lancer? Donc, le PRI de 3 ans, c'est effectivement le frein décisionnel majeur. C'est pour ça qu'il y a des subventions que les gouvernements offrent pour justement réduire la période de retour sur l'investissement. Et justement, dans le programme Éco-Performance dont j'ai présenté certains résultats, on passait d'une dizaine d'années de retour sur l'investissement à environ 6 ans de retour sur l'investissement. Et ce 6 ans, il apparaît, même si c'est rentable, ça paraît encore trop long pour des industries. Donc, il faut continuer à marteler aux industries que c'est important de voir à long terme qu'on fait une transition énergétique, pas pour les 3 prochaines années, mais pour les 50, 100, 200 prochaines années, pour les générations futures. Et c'est là où ce que Christophe a mentionné, la contrainte, doit à un moment donné venir jouer un rôle. Pour la productivité du Québec, c'est important d'amener les entreprises à prendre les décisions qui les rendent plus efficaces et plus rentables, même si à court terme, ça paraît ne pas être prioritaire. Parce que, et c'est souvent le problème entre l'urgent et l'important, l'efficacité énergétique n'est pas urgente, mais elle est extrêmement importante. Et il faut réussir à la prioriser. Parce que plus ne va pas la prioriser, ça va devenir une urgence, mais il va être trop tard quand on va être trop dépendant d'un système énergétique qui est trop gros. Donc, des subventions, ça va aider, mais après des contraintes.
Et ces contraintes-là, ça peut être des contraintes réglementaires, ça peut être des contraintes du type que ce que Hydro-Québec voulait imposer aux grandes industries des systèmes de gestion de l'énergie. Hydro-Québec voulait les rendre obligatoires sous peine de pénalité. Et ça, quand on sait, la littérature le montre et toutes les entreprises qui ont déployé des systèmes de gestion de l'énergie montrent que ça leur permet de mieux gérer, de gérer de manière plus active leur consommation et de réduire la consommation, et après de mieux identifier les différents investissements qui sont à faire et de faire ce que François vient de dire, de s'ils arrivent à identifier quatre ou cinq initiatives à travers un système de gestion de l'énergie qui est performant, mais là, ils vont se dire, ah, on pourrait regrouper les initiatives dans un package et faire ces initiatives-là de manière commune. Donc, mais c'est à travers une contrainte de documentation et de gestion active de l'énergie. C'est pour ça que le projet de loi 41 qui vise à imposer la divulgation, la cotation énergétique des bâtiments et ultimement après l'amélioration de la performance des bâtiments est très importante, même si ce n'est qu'informatif de divulguer et de coter des bâtiments. Ça permet de prendre conscience de la consommation énergétique de son bâtiment et ça va, une fois qu'on a pris conscience, ça favorise véritablement le passage à l'action pour améliorer l'efficacité. Je rajouterais là-dessus, Pierre-Olivier, tu sais, je suis tout à fait d'accord, les changements structurels passent par la réglementation. Juste un autre exemple, c'est sur les boucles énergétiques, rendre obligatoire le fait que des nouveaux développements résidentiels se raccordent à une boucle existante qui serait dans le même quartier. Par exemple, ça permettrait vraiment de faire des gains importants, mais ça passe par une réglementation, là. Sinon, si on commence à rentrer dans faut faire le business case, faut prouver, tout devient très compliqué. Donc, vraiment, les changements structurels qui peuvent arriver très vite arriveront via des réglementations puis des formes de contraintes, là. Jean-François Boisvert pose la question très pertinente. Considérez-vous la possibilité d'effet rebond, le paradoxe de Jevons, faisant en sorte qu'à la suite d'une plus grande efficacité, on observe un accroissement de la consommation finale d'énergie? Alors, c'est une bonne question. Et ce paradoxe de Hmm. Jevons, en fait, et l'effet rebond, il faut distinguer deux choses. Que l'effet rebond fait en sorte que souvent, quand on met une mesure d'efficacité énergétique, on ne réalise pas pleinement l'économie initiale ou techniquement réalisable parce que, par exemple, pour le chauffage, si on a une thermopompe qui chauffe à moindre coût, ben, on va avoir tendance à être un peu plus confortable chez soi et à dire, bon, on peut bien mettre à 22 alors qu'on mettait à 21 parce qu'on est plus efficace. Ce qui ne fait pas consommer plus d'électricité ou d'énergie qu'auparavant, mais qui fait en sorte qu'une partie du gain d'efficacité est réduit et utilisée pour un confort accru. Et alors, et ça, c'est une chose. Après, mais le paradoxe de Jevons, il va bien au-delà d'un effet rebond qui est partiel et qui mange une partie des gains d'efficacité. Le paradoxe de Jevons, il dit que comme on devient plus efficace, en bout de ligne, on consomme globalement plus d'énergie qu'initialement. Et ça, c'est évitable. Évidemment, c'est évitable et on le voit. Il y a des pays comme l'Allemagne et le Danemark qui sont des exemples parfaits de pays qui réduisent leur consommation d'énergie au fil des ans parce qu'ils ont un focus sur l'efficacité énergétique énorme, mais sans effet rebond qui fait augmenter la consommation parce qu'ils ont des prix élevés, parce qu'ils ont une réglementation sévère qui, en bout de ligne, contraint le rebond et empêche d'aller plus haut que la consommation initiale. Euh, et la beauté de la chose, c'est que c'est possible d'avoir des contraintes qui ne se font pas mal aux ménages à faible revenu, parce qu'évidemment, on ne veut pas des contraintes ou des prix élevés de l'énergie qui affectent les ménages à faible revenu. Et donc, il faut évidemment avoir des politiques d'accompagnement pour des ménages à faible revenu, du logement social, des aides spécifiques pour s'assurer que les ménages moins favorisés ne subissent pas les contre-coups de prix plus élevés, mais il faut que les ménages à revenus plus élevés qui, eux, consomment de toute façon plus d'énergie, ben, soient contraints et, et ne puissent pas dépenser plus d'énergie, ou s'ils le font, eh ben, qu'ils le payent le plein prix. Et ça, c'est un frein qui, en général, fonctionne assez bien. François. Je voulais ajouter le fait que
un des facteurs qui fait qu'on perd les économies dans le temps, c'est le manque de suivi des performances. Donc, je reviens à la loi, le projet de loi 41, la loi est adoptée, mais la réglementation pas encore. Ce qui est super important en efficacité énergétique, c'est d'éviter les dérives. Si on est toujours en mode, on réalise un projet, puis une fois que le projet est réalisé, on s'essuie les mains, puis c'est terminé, on va voir des dérives arriver, on va voir la consommation réaugmenter parce qu'on ne s'occupe pas bien de ce qu'on a implanté. Donc, la mentalité de faire du suivi énergétique, que ce soit à travers des SGE super complexes, 50001 ISO, ou que ce soit à travers une démarche style plus PME, le suivi des performances post-projet, puis de sortir du mode projet pour aller en mode de la vie courante, si je peux dire, c'est essentiel pour éviter ce genre de dérive-là, puis éviter la consommation qui va en augmentant par la suite. Donc, des systèmes de gestion de l'énergie deviennent particulièrement importants dans les commerces, dans les entreprises pour faire ce suivi-là. Et c'est sûr que dans ces systèmes de gestion d'énergie, l'idée, c'est de maintenir et d'améliorer la performance. Au niveau résidentiel, on ne veut pas forcément des systèmes très élaborés, mais simplement être au courant de sa consommation et de qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer est quelque chose de base qu'on devrait mettre de l'avant. Il est déjà midi. Je vous remercie beaucoup aux 130 personnes qui ont participé au webinaire. Merci de votre participation. Il est enregistré. Il va être mis sur la chaîne YouTube de la chaire de gestion du secteur de l'énergie. Merci Christophe. Merci François. Bonne journée Merci tout le monde. Merci et à à bientôt. tous. Bon lunch.